Bonjour, bienvenue à la leçon économie de France Gestion. Aujourd'hui, je vais me faire un petit plaisir personnel. J'ai envie qu'on me parle de Keynes. Bernard, est-ce que vous pouvez me parler de Keynes? Oui, avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Alors, d'un point de vue économique, pourquoi Keynes est un grand économiste et pourquoi Keynes a révolutionné, entre guillemets, la théorie économique? Parce que Keynes, c'est le premier qui brise la nécessité de la loi de l'offre et de la demande, la nécessité de l'équilibre des marchés. Avant lui, on pense toujours en termes d'équilibre de marché et d'autorégulation des marchés. C'est-à-dire que les économistes disent, en particulier un très grand économiste français qui s'appelle Jean-Baptiste Say, qui est probablement un des plus grands économistes qui ait jamais existé, et disent, eh bien, le marché est autorégulateur, laissez faire la loi de l'offre et de la demande, et le marché finira par s'équilibrer. Keynes dit, attention, dans une économie, il peut exister un déséquilibre durable. Notamment sur le marché du travail, il peut exister un déséquilibre durable. C'est-à-dire que, eh bien, il peut se faire pour 1000 raisons que le marché du travail ne se retrouve pas à l'équilibre, c'est-à-dire que du chômage élevé persiste dans la longue durée. Alors on dira, mais oui, mais c'est parce que les salaires... Keynes dit non, attention, c'est même pas une question de syndicats trop puissants, de flexibilité des salaires. La raison est la suivante, c'est que souvent, la sous-consommation des ménages fait qu'il n'y a pas assez de production pour justement éponger le chômage. Donc Keynes, si vous voulez, c'est le premier qui remet en cause la nécessaire loi d'auto-équilibrage des marchés. Et justement, il dit, voilà, puisqu'il peut y avoir dans une économie des déséquilibres très forts, notamment sur le marché du travail, du fait de la sous-production, eh bien, il faut relancer la consommation. C'est un moyen de résorber le chômage. Ou alors, il faut carrément que l'État se substitue aux entreprises privées qui sont défaillantes. C'est le cas aujourd'hui où l'investissement privé est très faible. Eh bien, si Keynes était là aujourd'hui, il dirait il faut qu'il y ait de l'investissement public qui prenne la place de l'investissement privé, qui relance l'économie, d'où c'est l'histoire des grands travaux de Roosevelt, de la Tennessee Valley, des grands barrages, des autoroutes, de tout ce que vous voulez, qui fait que tout à coup de la dépense publique prend le relais de l'investissement privé qui est défaillant, permet de distribuer des revenus qui font de la consommation. Cette consommation engendre à nouveau des revenus et ces revenus finissent par résorber le chômage. D'accord. Alors Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible tout ça? Est-ce que la France toute seule peut décider d'être keynésienne et de lancer des grands travaux? Déjà, je vais répondre à votre question, mais déjà la puissance de Keynes, on la voit dans le fait que tous nos débats, en réalité aujourd'hui, tournent autour de ça. C'est-à-dire quels sont les débats que l'on a en France, par exemple, c'est austérité ou croissance, c'est-à-dire la politique macroéconomique, le budget de l'État, qu'est-ce qu'on en fait? Si on le réduit, si on réduit les déficits, quel impact négatif ça va avoir sur la croissance? Est-ce que ce sera des impacts durables ou pas? Donc on voit que notre mode de fonctionnement intellectuel, à juste titre d'ailleurs, il est très keynésien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui Keynes est opérationnel pour un petit pays comme la France? Non. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a sans doute abusé de Keynes depuis 20 ou 30 ans. Et d'ailleurs, sans doute Keynes lui-même aurait trouvé cela excessif. C'est-à-dire qu'à force de se dire il faut qu'on essaie de relancer l'économie, eh bien, on a laissé le poids de la dépense publique dans le PIB augmenter de façon quasi continue depuis 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, l'État se retrouve dans une situation financière qui rend quand même honnêtement extrêmement difficile de penser à un grand plan de relance. Ce qui serait peut-être justifié du point de vue de la conjoncture. Je suis d'accord avec Bernard. La France, objectivement, est en situation de sous-emploi et de sous-investissement. Donc on fait face à un manque de demande. Donc on pourrait parfaitement se dire il faut relancer les investissements publics. C'est le problème, c'est oui, mais avec quels moyens? Il sera difficile aujourd'hui d'expliquer à nos créanciers qu'on a besoin de retrouver 50 ou 100 milliards d'euros pour essayer de relancer massivement l'économie. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que la France aujourd'hui, c'est une économie qui est relativement ouverte, ce qui n'était pas le cas quand Keynes s'écrivait dans les années 30, et ce qui d'ailleurs n'était même pas le cas dans les années 50 ou 60. C'est un phénomène qui est un phénomène post-Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Économie ouverte, ça veut dire que si demain vous dites, sur un mode keynésien, je décide de relancer l'économie, par exemple, je diminue la TVA, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, mais je diminue la TVA de 3 points, et je vais relancer la consommation. Dans la mesure où la France est une économie ouverte et dans la mesure où elle a perdu de la compétitivité ces 10 ou 15 dernières années, vous allez surtout faire le bonheur des fabricants de voitures allemands et sans doute des fabricants d'électronique sud-coréens et des industriels chinois. Donc vous aurez des fuites.
C'est pour ça que si on veut mener une politique keynésienne, il faut le faire quand la situation financière de l'État est relativement bonne, et il faut le faire sur l'échelle géographique la plus large possible. La France n'est pas les États-Unis. États-Unis, très grand pays, donc économie fermée, donc peu de fuites. France, petit pays, économie relativement ouverte, moins que les Pays-Bas ou la Belgique, mais enfin économie relativement ouverte et donc des fuites. Donc si on veut faire du keynésianisme, il faut le faire non pas seulement en France, mais en même temps en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Bon, au fond, à l'échelle de l'Europe. C'est un peu ce qu'on avait tenté d'ailleurs à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009, ce qui n'avait pas si mal marché d'ailleurs. On s'était dit, on ne peut pas faire de plan de relance européen parce qu'on n'a pas les structures pour ça, mais en revanche, on va essayer de mettre en place des plans de relance qui se fassent à peu près en même temps. Et on l'a fait. Et à mon avis, ça a été plutôt efficace. Ça a permis d'éviter que la récession soit plus forte. Aujourd'hui, dans le contexte européen, ça me semble un peu plus difficile. Mais ça n'invalide pas la théorie keynésienne, qui est juste au fond. Simplement, son mode opératoire, si vous voulez, aujourd'hui est beaucoup plus compliqué que quand Keynes écrivait. Oui, parce que ce que je retiens des propos de Nicolas, c'est que si effectivement on suivait Keynes et qu'on remette de l'argent pour que nous puissions consommer, le risque, c'est qu'il y ait, comme dit Nicolas, des fuites. Alors, regardez, vous avez parlé de 3 exemples de politique keynésienne. Vous avez 68, on a augmenté le SMIC massivement. Oui. Ça n'a pas eu d'effet, c'est de l'argent qui est resté en France, donc ça a plutôt stimulé la croissance française. Parce qu'on produisait suffisamment en France, peut-être aussi. 73, le plan de relance Chirac, qui a été très important aussi, très élevé, pas très bien fonctionné. Déjà, l'économie était un peu plus ouverte. Et alors, 81, le plan de relance Mauroy, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'argent aux Français et les Français ont acheté des voitures allemandes. C'est-à-dire qu'on a donné, ça a été un poumon, une bulle d'oxygène qui a été envoyée vers l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on ferait une politique keynésienne tout seul, en créant de la monnaie. D'ailleurs, on ne peut plus créer de la monnaie puisque c'est la BCE qui crée la monnaie. Mais en baissant la TVA, comme le dit par exemple Nicolas, bien sûr, il est évident, il n'est pas sûr du tout que les Français n'iraient pas acheter des écrans plats ou des Volkswagen ou des voitures sud-coréennes. Donc la politique keynésienne exige une économie relativement fermée. C'est pour ça que le bâtiment, c'est bon. Parce que quand vous relancez le bâtiment, grosso modo, c'est de l'argent qui tourne à l'intérieur. Donc voilà le type de politique keynésienne qui est sur un secteur particulier qui n'est pas mauvaise, parce qu'il y a peu de fuites. Vous n'allez pas aller chercher tout à coup de la main-d'œuvre ailleurs ou des entrepreneurs ailleurs. Donc ça, la relance par le bâtiment est un bon exemple de politique keynésienne sectorielle. Oui, ça veut dire que quand je baisse le taux de la TVA sur le bâtiment, je fais du Keynes, alors, oui, si je comprends bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on le fait plutôt sur ce type de secteur. Mais je vais vous donner un exemple qui est dans l'actualité. On a tout un débat aujourd'hui sur le déblocage de l'épargne salariale. Vous savez, c'est un marronnier qui revient en France et on se dit, voilà, c'est facile, on débloque l'épargne salariale, comme ça va relancer l'économie. L'État n'a même pas besoin d'injecter de l'argent puisque cette épargne, elle appartient aux ménages, mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc là, on leur permet de l'utiliser. Les conséquences ne sont pas évidentes à anticiper parce qu'on peut se demander dans quelle mesure ça va bénéficier à des produits étrangers, comme le suggérait Bernard. C'est-à-dire qu'en même temps, il faudrait peut-être mener une politique de l'offre, ce que fait d'ailleurs le gouvernement, peut-être pas suffisamment, mais enfin il le fait, une politique de l'offre qui vise à redonner de la compétitivité aux entreprises pour faire en sorte que quand on stimule la demande d'un côté, eh bien l'offre française, c'est-à-dire les entreprises françaises, c'est-à-dire les salariés français, c'est-à-dire ceux qui perçoivent du pouvoir d'achat en France, pour que ce soit eux qui puissent en bénéficier et non pas les industriels qui ont gagné en compétitivité ces dernières années, c'est-à-dire les Allemands, les Finlandais, et même d'ailleurs dans un passé plus récent, parce qu'il faut s'en méfier aussi, les Espagnols, les Italiens ou les Portugais qui ont gagné de la compétitivité. Très bien. Écoutez, Bernard, vous voulez ajouter quelque chose ? Non. J'ai conscience qu'en 8 minutes 53, c'est difficile de faire beaucoup sur Keynes, donc je vous propose de retourner sur les bouquins pour réapprendre Keynes. Et en tout cas, à la prochaine leçon de France Gestion. À bientôt.